C'est l'heure de ma vidéo préférée du trimestre. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vigne, écrivaine et illustratrice, et aujourd'hui c'est l'heure des favoris et inspirations du trimestre. Donc j'ai décidé de mettre ça dans le café pigmenté, parce que du coup c'est des inspirations, donc ça rentre dans tout ce côté s'inspirer, créer et tout ça. Donc j'ai mis plein de choses là sur le bureau et je vais prendre ça un petit peu au pif. Alors, première chose, j'en ai déjà parlé plein de fois de ce livre, j'en ai parlé dans la lettre du dimanche matin, j'en ai parlé en vidéo, mais je voulais vous le redire, donc livre qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre par Fabrice Midal. Donc il est organisé en chapitres du genre cessez d'obéir, vous êtes intelligent, cessez d'être calme, soyez en paix, cessez de rationaliser, laissez faire. Voilà, chaque chapitre est organisé comme ça, quelque chose de cesser et il propose quelque chose à la place. Et Fabrice Midal, c'est un philosophe qui est aussi un enseignant de la méditation. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce qu'il a une vision de la méditation que je trouve très déculpabilisante, qui est très bienveillante aussi, qui est vraiment juste dans l'idée de se laisser être plutôt que d'aller là, il faut plus penser, il faut s'asseoir, il faut machin, il faut truc, il faut se calmer, il faut nanana. C'est pas un truc pour quelque part éteindre nos émotions et éteindre nos pensées et machin, mais plutôt quelque chose qui nous rapproche davantage de notre humanité, de nous-mêmes, de notre acceptation de nous-mêmes. Et je crois notamment qu'il fait pas mal de méditation d'autocompassion, ce qu'ils appellent loving kindness en anglais. Et en ce moment, je suis en train de suivre des méditations guidées d'autocompassion et je trouve ça hyper puissant, c'est hyper cool. Donc voilà, j'aime beaucoup sa vision de la méditation, j'aime beaucoup sa vision du monde en général. Et donc ce bouquin est vraiment, vraiment top. Et je vous le conseille si vous ne le connaissez pas encore. Deuxième inspiration, alors là ça va être très rapide, c'est un truc un peu un petit peu actuel et un petit peu frivole, mais ça fait plaisir. C'est je me suis trouvé des super petits mascounets en tissu japonais, ils sont trop beaux, ça me fait trop plaisir. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que ben voilà, on est dans une situation où les choses peuvent être un petit peu lourdes, donc j'enregistre cette vidéo post-confinement, fin de printemps 2020, etc. si vous tombez dessus longtemps après. Et ça peut être un peu lourd de se dire en plus il fait beau, on est enfermé chez soi, on a envie de sortir, on a envie de profiter, c'est un peu chiant de devoir mettre des masques et tout. Il y a une espèce de lourdeur dans l'atmosphère. Et ben moi je trouve que ça allège un peu les choses d'avoir des jolis masques. C'est un peu frivole, mais franchement moi aujourd'hui je prends tout, je prends tout ce qui peut rendre la vie un petit peu plus légère, un petit peu plus belle, un petit peu plus sympa. Les moindres petits détails qui peuvent être source à gratitude sont franchement bons à prendre. Et des jolis petits masques, c'est carrément source à gratitude. Donc je voulais partager ça avec vous. Troisième chose, un livre. Cette fois-ci de la fiction. Donc ça c'est un truc, donc ça s'appelle La chute de la maison aux flèches d'argent, écrit par Aliette de Bodard. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'Aliette de Bodard, elle est française, ou en tout cas elle a grandi en France, je crois qu'elle doit être multinationale, mais en tout cas elle a grandi en France et elle habite à Paris, et malgré tout elle écrit en fait en anglais. Et donc ça c'est une traduction donc, par Emmanuelle Chastelière, ça vous intéresse, le nom du traducteur. Traduction en français d'un livre qu'elle a écrit en anglais alors qu'elle habite à Paris, qu'elle parle français, je trouve ça intéressant. Mais bref, c'est un truc que j'avais récupéré lors d'un petit déjeuner avec Pocket et Outre-Fleuve il y a 1000 ans, que j'avais jamais lu, et j'ai fini par le lire pendant le confinement et j'ai vraiment beaucoup adoré. Alors comment vous décrire le genre littéraire? C'est une espèce d'uchronie post-apocalyptique. Donc uchronie, ça veut dire que c'est une réalité alternative, donc on revient dans le passé, ou ça peut être un présent alternatif ou un passé alternatif, en l'occurrence c'est un petit peu dans le passé. Et post-apocalyptique parce qu'il y a eu une guerre qui a complètement ravagé Paris et du coup on est dans une ville complètement en ruine, etc. Et donc là, son idée, et en même temps c'est un peu ce qu'on appelle urban fantasy parce qu'il y a des anges déchus et des magiciens et des machins comme ça qui sont dans notre monde. Donc voilà, c'est très imaginatif, c'est très original parce que ça mélange plein de genres différents, c'est très particulier. Alors vous, si vous n'êtes pas trop branché imaginaire et que du coup quand vous lisez de l'imaginaire vous préférez un truc un petit peu léger, ça risque de pas vous plaire parce que c'est hyper différent quoi, de notre monde à nous, mais j'ai trouvé ça hyper bien trouvé. Donc ça se passe... Donc il y a eu une espèce d'énorme guerre magique entre des maisons qui sont dirigées par des déchus,
donc des anges déchus qui du coup gardent de la magie en eux, etc. et qui dirigent des maisons, et qui se sont fait la guerre il y a 60 ans. Et on comprend qu'il y a 60 ans, c'était le début du XXe siècle. Donc du coup on se retrouve dans un Paris qui est à moitié détruit, où il y a un peu encore des grands magasins avec les trucs qui étaient à la mode au début des années 1900, et en même temps qui a été vachement pollué par la magie, la Seine est complètement polluée par la magie, des trucs comme ça. Et donc on suit il s'appelle Philippe, il vient du Vietnam, enfin il vient de la région qui s'appelle Annam du Vietnam, donc il y a aussi toute cette question de colonisation, des colonies, etc. qui revient parce qu'en fait il est venu à Paris, parce qu'une maison l'a envoyé pour se battre à Paris et que du coup il a aucun moyen de retourner en Annam maintenant. Donc il y a un peu, je pense que l'autrice a mis un petit peu de sa culture à elle, puisqu'elle est en partie vietnamienne d'après ce que j'ai compris. Et donc du coup je pense qu'elle a puisé dans sa propre culture et dans l'histoire de sa propre famille peut-être pour parler de tout ça. Mais du coup je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup la culture du coup chrétienne, puisqu'il y a des questions de Dieu, de la cité, des anges déchus, des machins comme ça, du péché, de la religion, de est-ce qu'on croit encore au Dieu qui nous a foutu dehors de la cité, etc. etc. Et en même temps, elle a remis aussi un petit peu des traditions plus orientales, puisque le personnage principal, Philippe, c'est pas un déchu, c'est plutôt quelqu'un qui était à la cour de l'empereur de Jade et qui va plutôt puiser dans des magies issus des croyances orientales. Donc je trouve que ce mélange est intéressant. Je peux pas trop vous en raconter plus sans vous spoiler, parce que si vous avez envie de le lire, j'ai envie de vous laisser le découvrir. Mais c'est très intéressant. Je me suis vachement facilement attachée au personnage, malgré la difficulté, donc du coup l'originalité on va dire de l'univers, j'ai assez rapidement compris de quoi il retournait, qui était qui, etc. Et ça a été vraiment super agréable à lire, un vrai délice. Et ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de Baudard. Surtout qu'elle fait aussi du space opéra, et du space opéra cosy avec des histoires de thé et de détectives et de machins comme ça. J'ai vu, elle a un truc qui s'appelle The Tea Master and the Detective. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Alors, favori suivant. En parlant de thé, je vais vous parler de Genmaicha. Le Genmaicha, c'est un thé, donc là c'en est un japonais qu'on a acheté à la supermarché japonais. Mais en fait c'est un thé vert au riz soufflé. Du coup il a un goût très particulier parce qu'il a en même temps le goût de thé vert, en même temps il a cette espèce de goût de riz soufflé. Enfin moi ça me fait un peu penser à ce qu'il y a dans les Kinder Country là, ou à l'époque les Smacks, les trucs comme ça, il y a cette espèce de goût de soufflé là. Et du coup ça apporte un goût assez particulier au thé par rapport au thé vert auquel on a l'habitude. Et du coup je suis une grande fan de Genmaicha, ça fait 10-15 ans, c'est pas un nouveau favori. C'est juste que maintenant que je divise les vidéos en boissons chaudes et que je vais mettre un petit peu plus de cosy dans cette chaîne YouTube, je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter de temps en temps les boissons chaudes que j'aime bien. Et donc aujourd'hui je vous présente le Genmaicha, ou thé vert au riz soufflé. Et aujourd'hui maintenant ça se trouve, vous n'êtes pas obligé de chercher un supermarché japonais parce que je me doute bien qu'il n'y en a pas partout. Il y a pas mal de marques de thé françaises qui en proposent. Je sais que par exemple les Jardins de Gaïa, qui est une marque qui propose des thés bio, qui est distribuée dans quasiment tous les magasins bio de France, propose du Genmaicha. Si vous n'êtes pas situé en France, je pense que vous pouvez aller voir dans... Il me semble aussi que les trucs genre Mariage Frères et tout, ils proposent maintenant du Genmaicha. C'est vraiment un type de thé qui s'est pas mal répandu, et si vous trouvez un magasin de vendeurs de thé en vrac, magasin thé et café, ce genre de magasin là, je pense que vous pouvez en trouver. Voilà, donc Genmaicha, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir, c'est très bon et c'est exactement ce que je suis en train de boire ce matin. Alors, favori suivant, inspiration suivante, allez, de la papeterie. Alors, ceci est un cahier, un carnet A5, un peu plus grand qu'A5, que j'utilise pour mon journal intime. Et donc c'est un truc à pointiller, si j'ai le temps et que j'y pense, je vous ferai un petit b-roll où je vous montrerai la tête des pages. Donc c'est un truc à pointiller avec un papier assez épais, il doit y avoir au moins 100 grammes par mètre carré, les pages sont numérotées, la marque s'appelle Nuna, N-U-U-N-A, c'est une marque allemande, j'ai trouvé ça dans une papeterie à Stockholm en décembre dernier. Et regardez-moi ça, la lune, c'est trop beau! Et j'en suis très contente. Au départ, j'étais un peu sceptique parce que les pointillés sont assez serrés les uns aux autres. Il doit y avoir
3-4 mm entre les pointillés. Alors d'habitude il y en a 5, mais en fait j'ai testé un autre journal à pointillés récemment qui a 5 mm et je me rends compte que je préfère ça. Parce qu'en fait à 3-4 mm je peux écrire sur un pointillé sur 2 et ça fait pas un interligne trop long. Oui, je suis un peu relou. Je suis un peu relou avec les carnets, je vous avoue. Mais du coup, celui-ci, je l'aime beaucoup. En plus, voilà, la tranche a des détails comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup les jolies choses. J'aime beaucoup les beaux carnets. J'aime beaucoup la belle papeterie. Et je suis vraiment très contente de ce carnet. Le design des couvertures est chouette. Les finitions sont super chouettes. Les pages sont de super bonne qualité. C'est un vrai plaisir d'écrire dedans. Et je crois me souvenir qu'à une époque, il y en avait au BHV, si vous êtes en région parisienne. Mais sinon, le site Nuna fait de la livraison en ligne. Vous pouvez aller directement sur leur site, ils font de la livraison. Et ils ont des tas de designs différents, des designs beaucoup plus néon, colorés, etc. que celui-là. Moi, je suis un peu boring dans mes goûts. J'aime bien les trucs un peu monochromes, j'aime bien les trucs en rapport avec l'espace et tout. Mais ils ont des choses beaucoup plus colorées que ça. Voilà, donc si vous êtes en recherche de bullet journal ou de journal, que vous avez la même passion que moi pour la papeterie, et que vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à découvrir Nuna. Ensuite, favori suivant, j'essaierai de vous mettre des inserts parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Sur la Switch, alors c'est pas forcément la Switch en elle-même mon favori, même si ouais c'est trop chouette. Je l'ai eu, je me la suis offerte en cadeau pour Noël et du coup j'ai eu un peu des jeux, des choses comme ça, des bons cadeaux Nintendo à Noël pour pouvoir mettre des choses sur la Switch. Et à l'époque j'avais un petit peu hésité parce que si vous voulez j'ai quand même un téléphone, une tablette, j'ai une PlayStation 4, j'ai de quoi faire en termes de jeux vidéo. Et à l'époque où j'ai hésité à me la prendre, je me suis dit bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une console supplémentaire? Et en fait, j'en suis super contente parce que quand je voyage, du coup, tous mes voyages en avion à Varsovie, ce genre de trucs-là, l'attente à l'aéroport et tout, c'est trop bien quand on a une Switch. Donc par exemple, à Noël dernier, quand on avait beaucoup pris le train, etc., j'avais pas mal joué à Puzzle Quest sur la Switch, que je vous conseille, qui est un truc de match 3, là, où on associe 3 trucs de la même couleur, etc. Donc j'avais fait ça. Mais quand il y a eu le confinement, je me suis demandé si j'allais vraiment continuer à utiliser la Switch, puisque je l'avais vraiment acheté à la base pour les voyages, et c'est vraiment top pour les voyages. Eh bien, figurez-vous que oui, j'ai adoré utiliser ma Switch en confinement. C'est même la seule console que j'ai utilisée en fait ces 2 derniers mois. J'ai quasiment pas du tout allumé la PlayStation 4. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce que permet la Switch, c'est que ça permet de venir jouer à des jeux un petit peu rétro. Donc ça permet déjà de jouer un petit peu aux petits jeux, comme je vous disais, type Puzzle Quest, les petits jeux de stratégie un peu comme ça qui sont chouettes. Mais ça permet, en tout cas ça m'a permis de revenir sur des jeux que j'adorais quand j'étais gamine, qui sont les RPG japonais. Donc notamment la série des Final Fantasy. Là j'ai racheté mi-mars les Final Fantasy 7, 8, 9. Il y avait un pack avec le 10 et le 10-2, même si le 10-2 c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas les 4 autres, 7, 8, 9, 10, ça a été vraiment les 4 Final Fantasy que j'ai vraiment aimé en tant que joueuse, et ça a été ma découverte avec le RPG. Parce que j'ai découvert les RPG européens, donc type Morrowind, Mass Effect, Neverwinter Nights à l'époque, quasiment 10 ans plus tard en fait. Donc vraiment en 97 je crois, que j'ai eu ma PlayStation et que j'ai joué à Final Fantasy VII pour la première fois, ça a vraiment été le moment où j'ai découvert ce genre de jeu et j'adore en fait. C'est que ce sont des jeux de rôle solo, avec une histoire et avec des personnages, et en fait on crée une équipe de personnages et il faut choisir en fait les équipes en fonction de leur talent ou alors leur équiper, ça dépend des jeux, il y en a où ils ont chacun leur métier et d'autres jeux où il faut équiper en fait et où on peut un peu choisir qui fait quoi, mais de bien équilibrer, celui qui va soigner, celui qui va attaquer avec une arme, celui qui va attaquer avec de la magie, et il y a vraiment ce côté un peu stratégique que je trouve cool. Et moi en tant que joueuse en fait, j'aime bien, il y a un côté cosy, j'aime bien prendre mon temps quand je joue, et j'aime beaucoup les jeux qui sont plutôt... C'est pour ça que j'aimais beaucoup Heroes of Might and Magic aussi à l'époque, c'est trop bien si refaisait Heroes 3 sur la Switch, mais comment je serais trop ravie. Ouais, j'aime pas du tout, déjà j'aime pas les jeux online, parce qu'en général quand on joue contre d'autres humains, ça accélère énormément le rythme de jeu, et moi j'aime bien prendre mon temps. Et j'aime pas du tout j'aime beaucoup moins les jeux en temps réel, donc tout ce qui est stratégie en temps réel je fais pas ça, parce que j'aime pas les jeux où en gros il faut agir le plus vite possible. Moi j'aime bien prendre mon temps. Donc autant j'aime bien les jeux un peu RPG, aventure, solo, où le système de combat est en temps réel, je pense à The Witcher 3 par exemple, à la série des Mass Effect, ou à des jeux d'aventure type Uncharted, c'est pas de souci.
mais je peux quand même mettre le jeu en pause quand je veux, voilà, j'aime bien jouer à mon propre rythme en fait. Et du coup j'aimais beaucoup ces RPG là qui ont un petit peu disparu, et à raison d'ailleurs, hein, parce que sur les consoles récentes, avec des graphismes hyper réalistes, ce serait super bizarre de voir 3 types dessinés de manière, enfin modélisés de manière hyper réaliste, qui font la queue leu et qui attendent derrière le monstre que ce soit leur tour d'attaquer, enfin ce serait chelou en fait. Donc c'est un petit peu logique que les systèmes de combat des jeux récents aient évolué vers quelque chose de plus temps réel. Je pense notamment à Final Fantasy VII Remake qui est sorti cette année, où le système de jeu a été complètement repensé, où effectivement c'est beaucoup plus temps réel et avec des graphismes hyper réalistes, c'est logique. Maintenant, c'est vrai que ce système un peu tour par tour me manquait un petit peu. C'était vraiment un système que j'aimais bien la stratégie de choisir les personnages et tout. Et donc du coup, la Switch est une console qui se prête très très bien à ce type de jeu. Donc le côté rétro, de venir chercher les anciens jeux qui étaient tour par tour à l'époque, peut-être même de jouer à des jeux plus récents qui reprennent ces systèmes de jeu-là. J'ai pas encore joué, je crois que j'ai eu Octopath Traveler pour Noël, qui fait partie des RPG sortis en 2019, qui sont récents, mais qui sont plus dans cette veine-là, j'ai pas encore joué. Mais là, j'ai refait Final Fantasy VII original pour la 25e fois en 15 ans, ou en 20 ans. Putain, en 25 ans. Mais là, je viens de recommencer Final Fantasy VIII, et puis le 9 et le 10 vont suivre, et ça m'a fait super plaisir de renouer avec ce type de jeu. Et en fait, la Switch est vraiment parfaite pour ce genre de jeu, donc je suis très contente de mon achat. Et du coup, je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Alors, favori suivant, qui est d'ordre plutôt artistique et créatif, je vous ai sorti toutes les petites créations, c'est un défi créatif qui s'appelle The 100 Day Project, le projet 100 jours, qui a commencé le 7 avril dernier et qui consiste à dessiner quelque chose tous les jours pendant 100 jours. Et l'idée, alors je sais pas si le défi original a des règles, parce que moi en général j'en ai rien à foutre des règles du truc, je me l'adapte. J'avais participé l'an dernier à Inktober, mais où j'avais rajouté des haïkus, donc j'ai dessiné un petit dessin et j'écrivais un petit poème court chaque jour, et j'ai pas du tout suivi. Normalement il y a des thèmes à suivre tous les jours et tout, moi je suis pas ce genre de truc, ça me fait chier. Donc là c'est pareil, je sais pas s'il y a des règles supplémentaires, mais j'ai pas suivi. Ce que j'ai suivi, comme ce que je me suis fixé pour moi comme règle, c'est que chaque dessin prenne moins d'1 quart d'heure à faire, et que ce soit sur ce format 9 par 12,5 ou 9 par 13 de papier aquarelle que j'ai découpé. Et alors pour être honnête, je vais pas forcément dessiner tous les jours parce que je dessine d'autres trucs. Par exemple, j'ai dessiné la couverture de la nouvelle de Solarpunk qui sont à la boutique. J'ai dessiné les petits cafés que vous avez vus, puisqu'on est sur... maintenant, j'ai découpé les vidéos en café machin truc. Donc du coup, j'ai dessiné les petits cafés qui sont maintenant sur les petits génériques. Donc je dessine d'autres choses, donc je dessine pas forcément tous les jours. En général, tous les 3-4 jours, j'en dessine 3-4 d'un coup, quoi. Mais en tout cas, avec cette règle, que ça rentre dans cette taille-là, et avec cette règle, que ça me prenne moins d'1 quart d'heure. Et je voulais vous en parler parce que ça m'a apporté plein de trucs. Première chose, on pourra en parler en détail dans une vidéo dédiée si vous voulez, dites-le moi. Mais pour faire court, ça m'a apporté le fait de tester plein de choses différentes, plein de styles, parce que quand on dessine tous les jours, on n'a pas forcément tous les jours une inspiration dans nos thèmes de prédilection et nos dessins de prédilection. En tout cas moi, j'ai pas forcément une idée de lune ou de trucs comme ça, qui est ce que j'ai l'habitude de dessiner chaque jour. Et donc du coup, je vais aller par exemple sur Pinterest, regarder un peu mon flux, ce qu'il me propose en aquarelle et voir s'il y a un truc qui m'intrigue, ou j'allais voir sur Instagram et je vais m'inspirer d'une peinture d'un artiste sur Instagram, en tout cas du style ou du thème ou du sujet pour faire le même sujet par exemple. Et ça m'a vachement permis de sortir de ma zone de confort en fait, de dessiner des choses que j'ai pas du tout. Par exemple, je me suis mise à... Par exemple, j'ai fait ça, espèce de petit paysage rond avec un mélange aquarelle et encre avec une petite montagne et tout. C'est pas du tout quelque chose que j'aurais spontanément dessiné moi-même. Ou j'ai commencé à faire des trucs aussi avec du lettering, avec des mots dessus, comme celui-ci par exemple. Là c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais naturellement peint ou dessiné s'il n'y avait pas eu ce défi qui me, entre guillemets, force à avoir une idée par jour pendant 100 jours. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça m'a permis de vachement me décomplexer par rapport à tout ça. Parce que quand on a qu'un quart d'heure pour dessiner et à quelque chose de petit comme ça, on passe pas 50 ans à...
On passe pas 50 ans à se dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais dessiner? Comment je vais le mettre sur la feuille ?» C'est beaucoup plus spontané. En fait, ça permet de court-circuiter un petit peu le mental parce que là, allez, hop, il n'y a pas le temps, on fait. Et du coup, je me suis un peu autorisée à dessiner de la merde, je me suis un peu autorisée à sortir de ma zone de confort, je me suis un peu autorisée à me lancer de manière plus intuitive et à moins préparer, à moins mentaliser mon travail de création artistique, et ça a été super positif pour moi. Ça m'a aussi permis d'explorer mon style en fait, parce qu'il y a des choses, je me suis rendu compte que j'adorais faire. Par exemple, celui-ci, les petites fraises que j'ai peintes, c'était un des premiers jours, c'était le deuxième je crois, où j'ai voulu peindre un petit peu, parce que c'était la saison des fraises et tout, c'était un petit plaisir du moment. Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais adoré peindre les fraises de cette manière-là, avec un mélange encre et aquarelle, avec des petits pointillés, avec des petites flèches à l'intérieur des... Enfin voilà, ça m'a vraiment permis de commencer à affiner ce que j'aime faire, ce qui me plaît. Je me suis amusée à dessiner des légumes aussi, enfin bon voilà. C'est vrai, enfin, en termes d'ouverture de la créativité, le fait d'avoir cette contrainte du petit format et du quart d'heure, ça a vachement libéré de trucs. C'est un peu une preuve que finalement, effectivement, de la contrainte naît la créativité. Donc c'est un projet que j'ai vachement aimé, et donc si vous voulez tester, même si vous n'êtes pas artiste, que c'est juste vous avez envie de dessiner, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous lâcher, justement de peut-être vous libérer un peu du perfectionnisme, de la peur de la page blanche, etc. Ça peut être intéressant peut-être de vous trouver un format, de vous donner un cadre du genre ce format-là pendant un quart d'heure, et de faire ça pendant une semaine, 15 jours. Vous n'êtes pas obligé de faire un défi 100 jours, parce que c'est quand même énorme 100 jours. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ça m'avait apporté plein de bénéfices, et à la fin du défi, je pense que ce que je ferai, c'est que je sélectionnerai parmi tous ces trucs mes préférés, ceux que j'ai vraiment pris plaisir à peindre, qui sont vraiment dans mon style et tout, et ça va m'aider à affiner mon style. Donc ça c'est aussi un avantage cool. Enfin, dernier favori de la vidéo, c'est un roman qui s'appelle Rendez-vous avec le danger par Julia Chapman, et qui fait partie de la série Les Détectives du Yorkshire. Donc ça c'est ce qu'on appelle un mystère cosy. Donc ça parle de Samson et Delilah, qui sont deux enquêteurs de l'agence des Vallons de Brincliffe, qui est un village dans le Yorkshire. Et donc lui c'est un ancien flic infiltré à Londres, qui a un passé un peu sombre, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour qu'il rejoigne Brincliffe. Et elle c'est vraiment une fille de la région, enfin lui aussi son père avait une ferme dans la région, il revient chez lui. Et elle tient justement cette agence où elle a aussi un business d'agence de rencontres, c'est trop rigolo. Et donc ils mènent des enquêtes tous les deux dans cette campagne anglaise. Et là c'est quelqu'un qui est mort au moment d'une vente aux enchères de bestiaux, et donc ils mènent l'enquête autour de ça. Et en fait ce que j'adore ce genre en fait du cozy mystery. Si vous connaissez pas, le cozy mystery c'est donc des mystères genre polar, des fois avec des meurtres, des fois c'est des trucs un peu plus légers comme des vols et compagnie, mais en mode un petit peu cozy. C'est-à-dire que c'est pas comme ces espèces de polars scandinaves affreux avec des tueurs en série, avec des descriptions hyper gore des morts et des flics torturés, machin, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus en mode... on va prendre le temps d'aller boire le thé pour revoir un petit peu les indices, on voit un peu les habitués du village, on va au café, le soir on va se boire une petite pinte de bière au pub, on va promener le chien, il y a des paysages vallonnés de la campagne anglaise, enfin c'est un truc un peu tranquille, un peu slow, où les détectives prennent un petit peu leur temps. C'est un peu l'héritage d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot qui prenait son temps pour mener les enquêtes, hein. C'est un petit peu dans ce genre-là. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est que du coup il y a quand même le côté mystery, donc il y a quand même le côté on mène une enquête, on essaye de savoir qui c'est, pourquoi. Moi j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien les polars, c'est que j'aime bien un petit peu ce côté puzzle, réflexion et mystère et tout, je trouve ça cool. Et en même temps, il y a ce côté un peu tranquille, un peu cosy, qui fait que c'est une belle lecture et qu'on passe un bon moment, et qu'on s'attache au personnage aussi, parce qu'il y a une sorte de tension amoureuse entre Samson et Delilah, c'est trop cool. On retrouve les différents villageois au fil, parce que c'est le 5e tome, Rendez-vous avec le danger, des Détectives du Yorkshire. J'ai lu que les 2 derniers, moi, le 4e et le 5e. Et on revoit les mêmes personnages secondaires, les habitants du village, les membres de la famille de l'un et de l'autre.
Et du coup, il y a vraiment ce côté cocon un peu, où on retrouve nos personnages préférés, où on vit cette nouvelle aventure avec eux, c'est cosy, c'est sympa. Enfin voilà, je trouve que c'est une très bonne lecture de confinement. J'avais lu le tome précédent à Crète, c'était une excellente lecture de plage. Et ça fait vachement plaisir. Et donc si vous aimez ce type-là de mystère, qui est aussi le genre de mystère que j'écris, hein. J'écris du mystère cosy mais dans l'imaginaire, donc genre science-fiction, urban fantasy, ce genre de trucs. Et si vous aimez ce type de mystère-là, je pense que vous apprécierez Rendez-vous avec le danger, ou de manière générale la série Les détectives du Yorkshire. Vous pouvez commencer par le tome 1 si vous voulez suivre les personnages depuis le départ. Donc par Julia Chapman, et c'est publié par Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire en français. Bah voilà, on a fait le tour de tous mes favoris et inspirations de ce trimestre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que vous avez eu des idées. Si vous avez des choses, maintenant que vous avez un petit peu une idée de mes goûts, si vous avez des choses à suggérer pour moi ou pour les autres spectateurs et spectatrices, des jeux de Switch auxquels il faudrait que je joue, d'autres livres de cozy mystery ou d'urban fantasy ou de SF ou d'imaginaire un peu sympa, vos thés préférés par exemple, votre papeterie que vous aimez bien, des marques de papeterie que vous voudriez que je découvre, etc. N'hésitez pas à ajouter vos suggestions ou simplement à partager vos favoris du moment en commentaire sous la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me voir sur Instagram, notamment si vous voulez voir un peu mon 100 Day Project. Là, je les montre en story, il y en a certains que je mets en photo sur Insta. Donc si vous voulez voir ça, vous pouvez aller me suivre là-bas à Floryteller. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un mail, hello@floryteller.com. Et bien merci beaucoup de m'avoir accompagné jusque-là dans ces favoris, de m'avoir accordé votre temps. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.